Merci Philippe, merci à tous, merci de m'avoir invité ici ce soir. Alors je crois que merci. En ce moment j'ai un peur terrifiant du monde là-bas. Mais l'idée c'est de présenter quelques idées, la thèse, le rêve idéaliste d'une prospérité sans croissance. Et célébrer la traduction du livre en français. Je m'excuse quand même de ne pas vous parler tout à fait en français, mais je vous assure que ça ira mieux comme ça en anglais. C'est tout, c'est fini. Comme Philippe a déjà indiqué, la racine du débat concernant la croissance remonte à longtemps et cela remonte à une réalisation pratiquement inévitable. C'est à savoir que un sous-système croissant sans arrêt, appelons-le économie, dans un système fini, appelons-le planète, porte en soi les graines de sa propre destruction. Continuer à croître dans un système fermé, c'est tellement problématique qu'on peut difficilement l'expliquer à ses enfants. Si on parvient à les éloigner d'Internet ou de la télévision suffisamment longtemps, c'est quelque chose d'assez simple à calculer. C'est une équation simple. Cette croissance dans un espace fini, ça ne marche simplement pas. Donc, la question ne doit pas être si problématique que ça. Et je peux vous assurer que par mon expérience personnelle, c'est pourtant une question difficile à poser, particulièrement pour un organe de consultation, pour un gouvernement, lorsqu'il s'agit de présenter un rapport à la Commission du développement durable pour laquelle je travaille. Et ce rapport a été adressé au gouvernement britannique. Il faut avouer que c'était un moment difficile de l'histoire, c'était il y a à peu près un an, et par coïncidence, c'est arrivé la même semaine où Gordon Brown avait invité les leaders du G20 à Londres pour parler du lancement de la croissance. Et donc vous pouvez voir que lorsque vous avez un organe consultatif qui remet en doute le modèle de développement, mais cela peut poser effectivement problème. Et cela pourrait expliquer pourquoi le vendredi soir, avant la publication du rapport, j'ai reçu un appel téléphonique d'une personne anonyme, d'un département anonyme du gouvernement britannique. Et tout ce que je vous dirais de cet appel téléphonique, c'était que c'était une personne particulièrement furieuse au bout du fil. Et le message était que, donc, Downing Street, pour ne pas la citer, le numéro 10, était complètement furieuse. Le Premier ministre était furieux parce que il venait de se rendre compte qu'un tel rapport concernant la croissance allait être publié cette même semaine. Et il y a eu un autre moment où j'ai eu une sorte de moment de peur, si je puis dire, et aussi concernant la commission pour laquelle je travaille. Et il s'est passé quelque chose de très particulier, à savoir rien du tout. J'ai passé la plus grande partie du week-end à attendre que les choses soient publiées dans la presse et rien ne s'est passé. Je pensais que le lundi matin, il allait y avoir quelque chose, quelque chose qui allait passer à la radio et j'ai eu juste un coup de fil comme quoi c'était annulé. Et donc, voilà, veuillez rentrer chez vous. Donc la première semaine d'existence de prospérité sans croissance, c'était vraiment, on va dire, un flop. Il n'y a eu aucune attention médiatique et toutes nos préparations n'avaient en fait servi à rien. Bien sûr,
je ne vais pas vous dire que le fait qu'on retire cette attention médiatique a quelque chose à voir avec la difficulté de transmettre le message. Et, bon, évidemment, je ne vais pas aller jusqu'à la théorie du complot, mais par contre, ce qui s'est passé, c'était particulier. C'était à la suite donc de ce silence complet dans lequel était tombé le rapport. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'étrange. C'est devenu rapidement le rapport qui s'est le plus vite répandu sur Internet. Dans le mois, c'est allé au-delà de tout autre rapport que nous n'avions jamais produit. Et cela attirait donc très peu l'attention des personnes qu'on était censées auquel on était censé le présenter, mais par contre, le public plus large était nettement plus intéressé. Très rapidement, on a été inondé de demandes, de copies, de présentations, de développement des idées, de participer à des initiatives. Et très rapidement, j'ai eu le sentiment, pas tellement que je dépassais, mais j'avais vraiment l'impression de participer à un courant de gens qui partageaient ces idées depuis des décennies et qui étaient vraiment très heureux qu'enfin un organe dépendant du gouvernement avait eu le courage de dire quelque chose concernant cette problématique de la croissance. Et donc, ça pour moi, c'est pratiquement un point culminant ce soir. Je suis extrêmement flatté de voir si nombreux. Je suis surpris également de voir autant d'intérêt par rapport à la traduction en français. Donc je suis vraiment très heureux de cela. Surtout que c'est énormément en lien avec une culture francophone qui est toujours prête à analyser de point de vue philosophique notre approche sociétale. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas étonné, en fait. Mais de plus en plus, je suis surpris par le pouvoir le fait de dire des choses qui sont pourtant l'évidence même, en tout cas dans mes yeux. Donc ce que je voudrais dire ce soir, c'est je voudrais vous guider dans 3 parties d'informations que vous trouverez dans le bouquin. Donc ma première partie, c'est quelque chose que j'appelle le dilemme de la croissance. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles le rapport et le bouquin sont si lisibles, c'est que situer l'endroit où nous nous trouvons comme un dilemme, c'est se laisser de la place. Il ne s'agit pas uniquement de juger ou d'exclure une autre idéologie. C'est un point de compréhension de l'endroit où nous nous trouvons. C'est une situation délicate et il ne s'agit pas de tomber dans des solutions toutes faites. Donc, ce dilemme de la croissance est particulièrement profond. Il n'y a pas de solution toute faite, simple. Mais je voudrais aussi dire que jusqu'à présent, notre réponse face à ce dilemme est tout à fait non adéquate. Et face à cela, la deuxième partie de mon argumentation, c'est d'explorer les structures sous-jacentes de l'économie, le type d'économie que nous connaissons, le type de société que nous connaissons. Parce que, à moins que nous ne faisions face à cela, à cette machine de croissance, et ce ne sera pas possible de sortir de ce dilemme auquel nous sommes confrontés. Donc la troisième partie, c'est essayer de tracer pour vous certaines des routes que nous pouvons suivre pour échapper à ce dilemme, créer un autre type de modèle économique, créer un autre sentiment de qui nous sommes en tant que société, avoir une nouvelle vision de ce qu'est la prospérité. Donc voilà les 3 chemins. Donc maintenant on entre dans la première partie.
le premier chemin. Et donc, je dirais que nous sommes dans une sorte de dilemme. Les dilemmes ont deux côtés, toujours, comme le nom l'indique. Et vous avez ici la première partie, c'est l'aspect. Alors ici, vous avez une partie qui parle donc des espaces safe. Ça vient du Stockholm Resilience Institute. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'identifier les espaces où déjà, aujourd'hui, nous sommes en dehors de notre espace de sécurité. Nous ne sommes plus à l'intérieur de nos moyens planétaires. Il y a plusieurs choses à dire ça. Donc, c'est très figuratif. Le vert, c'est l'aspect safe, donc sécurité. Rouge, ce sont les différents endroits d'impact environnemental où il y a déjà les dangers d'aller au-delà. Et vous voyez que ça va déjà très loin de ces espaces opérationnels avec donc des cycles néfastes. Bien sûr, on s'attendrait à voir le changement climatique, mais vous constaterez aussi que ce n'est pas la plus grande menace. La perte de biodiversité est en fait encore beaucoup plus rapide lorsque l'on le perçoit donc en termes d'espace viable pour l'humanité. Et donc, c'est une leçon assez difficile. Le niveau d'activité économique que nous connaissons aujourd'hui déjà, eh bien, ça va déjà au-delà donc de ces espaces de sécurité auxquels on pourrait s'attendre dans un espace clos. Et donc, c'est clair que de ce point de vue-là, ça pose déjà problème donc de continuer le développement. Donc, on pouvait le voir, la croissance est non soutenable. Et cette idée, cette force insoutenable, c'est justement mon idée de départ. Le fait d'avoir un sous-système en expansion continue dans un système clos, eh bien cela ne marche simplement pas. Bien sûr, on peut se demander s'il est possible d'avoir un autre type de croissance. Mais ce qui semble tout à fait clair, c'est que, en tout cas, la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, n'est pas soutenable, durable. Évidemment, c'est pas une position agréable, mais donc ne faudrait-il pas commencer par admettre, en fait, que la croissance a entraîné d'énormes bénéfices aux sociétés humaines. On pourrait bien sûr accepter l'augmentation en termes de niveau de vie, réduction de mortalité, espérance de vie, etc. Toutes des choses liées au développement que l'on pourrait percevoir ou que l'on perçoit comme des améliorations, des choses positives. Et je pense qu'on peut tout à fait accepter que, en partie, ce modèle de croissance a apporté, en tout cas pour certains d'entre nous qui ont eu cette chance, ce genre de développement positif. Et je pense qu'il est également important d'admettre que la croissance est toujours un objectif acceptable dans les pays les plus pauvres. Laissez-moi vous montrer comment, à l'aide de certaines données, j'espère avoir certains chiffres. Voilà. Donc là, vous avez un graphique de l'espérance de vie à la naissance face donc aux revenus. Donc dans 126 pays du monde, ça vient du programme des Nations Unies pour le développement, l'indice de développement humain. Et donc là, on voit clairement le résultat. Donc à gauche, vous avez les revenus les plus faibles. Toute augmentation du revenu entraîne automatiquement une augmentation de l'espérance de vie. Mais après, lorsqu'on arrive à 15-20 000, eh bien, ça se stabilise clairement. Et donc, vers la fin du spectre, à droite, vous avez des pays comme la Norvège, l'Irlande et les États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis sont un peu une anomalie ici parce que dans un niveau de revenu de plus de 40 000 dollars par personne, l'espérance de vie est en fait plus faible que
par exemple à Cuba, au Costa Rica et au Chili. Donc, en d'autres termes, dans les pays les plus riches, non seulement on ne parvient pas à augmenter le bien-être de façon globale pour tout le monde, mais on fait même moins bien que certains pays qui ont des revenus bien plus faibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mener cette analyse avec des données de l'espérance de vie, également mortalité des enfants, participation à l'éducation, mobilité maternelle, etc. Même des indices de satisfaction, de bien-être. À chaque fois, les résultats sont les mêmes. Vous allez avoir à gauche le revenu qui compte, et tandis qu'à droite, c'est nettement moins le cas. Donc, voilà à la fois un puzzle et un défi de créer un système économique où il est possible, à l'intérieur de ses limites, de créer ce développement. Mais la question, c'est pourquoi ne récoltons-nous pas les bénéfices en termes de bien-être? Pourquoi est-ce que nous continuons à poursuivre la croissance de revenus, même dans les pays? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'en détacher? Et là, j'en viens à la deuxième partie de mon dilemme, la décroissance, qui vient effectivement du monde francophone, cette idée de décroissance. Et je trouve d'ailleurs le terme beaucoup plus savoureux en français. Décroissance, c'est presque quelque chose qu'on voudrait au petit déjeuner. Bref. Malheureusement, ce n'est toujours pas quelque chose qui correspond à nos structures économiques actuelles. La décroissance est instable, c'est pas un endroit facile pour une économie. Alors, permettez-moi de vous présenter une dynamique de base concernant le travail, l'emploi et la productivité. Donc, le résultat, donc le PIB, donc le travail, production du travail, la productivité de la force de travail, c'est une équation assez simple. La difficulté, c'est que dans nos économies telles qu'elles sont construites, on a une poursuite continue d'amélioration de la productivité de la force de travail. Chaque année, on cherche à faire plus avec moins de gens. Et la main-d'œuvre devient plus chère et donc on essaye encore d'aller plus loin. Et donc l'augmentation continue de la productivité de la force de travail est une des clés de cette économie capitaliste. Mais donc dans cette optique, l'année prochaine, je pourrais faire encore plus avec moins de gens. Ça veut dire que ma production économique, si elle reste stable ou si elle diminue, eh bien, ça crée une pression vers le bas, une pression sur l'emploi, sur la capacité des gens de travailler. Et donc, si on augmente le chômage, vous avez toute une classe de personnes qui ne peuvent plus participer à l'économie de consommation. Et donc, vous avez une spirale de gens qui se retrouvent au chômage et ce n'est pas une situation stable. Vous avez donc une dynamique d'effondrement potentiel. Et cela explique souvent les réponses enragées des politiques lorsqu'on parle de décroissance. Pour eux, l'équation est simple. Croissance égale emploi. Et si les gens se retrouvent au chômage, des entreprises ferment rapidement, les politiques qui ont manqué, qui n'ont pas réussi à résoudre ce problème-là, se retrouvent eux aussi à la rue, pour ainsi dire. Et donc, apparemment, en Belgique, ici aussi, vous avez des élections bientôt. C'est un fait politique simple. On ne peut présider sur un effondrement de l'économie. Donc là, vous avez un rôle légitime, en quelque sorte, pour un gouvernement, donc d'être préoccupé par la stabilité de ce système construit autour de la croissance économique. C'est donc un dilemme très compliqué. Ce n'est pas évident.
Il n'existe pas de solution facile à trouver. Il n'existe pas de recette magique qui viennent de la part des mouvements verts, des mouvements écolos ou sociaux, ou de groupes politiques qui soient, ou des grandes tours d'ivoire des académiques. Non, il n'existe pas de solution magique toute faite. Non, c'est un effort dans lequel nous devons nous engager de façon publique, de façon politique, dans un débat sérieux sur le dilemme que nous affrontons ici. On aimerait croire, bien sûr, en tout cas, moi j'aimerais le croire, que face à de tels dilemmes, que les politiques ne sont pas des idiots, du moins pas complètement, qu'ils ont quand même une capacité à comprendre, qu'ils comprennent ces concepts. Donc on veut savoir quelles sont leurs réponses, leurs réactions à ce type de dilemme. Eh bien, leur réponse est la suivante. Le découplage. Que signifie le découplage? Eh bien, c'est l'idée que l'on puisse poursuivre la croissance des valeurs économiques, c'est-à-dire la croissance du PIB, la croissance du dollar. Ce ne sont pas les dollars qui comptent ici. Ce sont les matières premières, les matières naturelles, l'énergie qui sont associées. Donc, comment peut-on découpler ces besoins d'énergie du PIB? C'est-à-dire augmenter le PIB et faire baisser la consommation en énergie. C'est ça le découplage. Et il existe quelques raisons pour lesquelles on peut croire à ce découplage, on peut croire qu'il est possible, parce que l'économie capitaliste base sa doctrine sur l'efficacité, la productivité, c'est-à-dire produire toujours davantage avec un impact écologique moindre, avec moins d'émissions de carbone. Donc c'est la direction qu'ils empruntent. Mais si vous regardez les chiffres, vous constatez qu'au cours des 2 à 3 dernières décennies, vous verrez que l'empreinte écologique a été réduite d'un tiers environ. Donc effectivement, nous avons été efficaces. Mais en même temps, bien sûr, nous avons produit davantage. L'échelle de l'économie a augmenté. Il y a toujours eu un dilemme entre ces deux actions, c'est-à-dire que on crée de plus en plus, et même si on le fait de façon de plus en plus efficace, dans tous les cas, on ne parvient pas à rattraper cette empreinte écologique. Et par exemple, pour les émissions de carbone, eh bien, ça se passe comme ça. Sur la même période que celle à laquelle nous avons augmenté notre efficacité, eh bien, les émissions de carbone ont augmenté. Donc, on parle de 1990 à 2007, et il y a eu une augmentation de 40% malgré toutes nos mesures pour être plus efficaces, malgré le protocole de Kyoto. Vous vous souvenez peut-être que 1990 est la date de lancement du protocole de Kyoto, et ce que nous avons réalisé au cours de cette année de lancement, eh bien, c'est une augmentation de 40% des émissions de CO2. Vous le voyez là selon la ligne rouge. Les autres lignes montrent les croissances des autres consommations d'énergie, et la ligne bleue montre le PIB mondial. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a plus d'efficacité, c'est un fait, parce qu'on utilise moins par unité de produits réalisés. Mais il n'y a aucune baisse des émissions de carbone. Ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas parvenus à ce découplage. Il existe d'autres sources pour ce type d'informations, elles sont toutes présentes dans le livre. Mais la question suivante que nous devons poser, c'est si nous ne sommes pas parvenus à réussir ce découplage, est-ce que c'est peut-être parce que nous n'avons pas consacré suffisamment d'efforts? Oui, c'est peut-être le cas, mais alors, à quel point devons-nous
consacrer nos efforts afin de conserver une économie basée sur la croissance? Eh bien, voici une expérience. Vous voyez ici la situation actuelle. C'est un graphique qui représente l'intensité en émissions de carbone pour chaque dollar de production économique. Donc nous sommes à environ 770 grammes de carbone par activité économique. Au milieu du siècle prochain, nous savons que la population mondiale s'élèvera à environ 9 milliards de personnes. Alors on peut évaluer ce type de chiffres et donc en déduire qu'il serait éthique et moralement juste que ces personnes puissent toutes jouir du même niveau de vie, c'est-à-dire le type de niveau de vie que l'on a dans les pays de l'Occident, avec une croissance annuelle de 2%. Donc, c'est une économie basée sur laquelle, sur l'idée que 9 milliards de personnes doivent aspirer au même niveau de vie, au même niveau de revenus, qu'on veut qu'il n'y ait pas d'émissions de carbone ou qu'elles soient réduites. Donc, la question ici, c'est quel type d'efforts allons-nous devoir fournir, quel type d'intensité de découplage allons-nous devoir fournir pour pouvoir y arriver, parce que c'est un monde relativement utopique. Et donc, la réponse à cette question se trouve tout à fait à droite du graphique. Donc, vous voyez une donc un chiffre seulement à 6. Vous voyez le chiffre en bas à droite. Et dans l'histoire de la société industrielle, nous n'y sommes jamais parvenus. C'est une magnitude que nous n'avons jamais atteinte. Ensuite, selon la sagesse populaire, nous aimerions bien sûr que l'économie poursuive sa croissance au-delà de 2050. À la fin du siècle, elle sera 80 fois plus importante que l'époque à laquelle je suis né. Et si l'on veut que ce monde soit équitable, eh bien, on doit parvenir à moins de 0 grammes de CO2 par dollar pour parvenir à cet objectif. Alors, ça peut paraître un peu difficile, ces chiffres. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que chaque dollar d'activité économique, plutôt que de rejeter du carbone dans l'atmosphère, devrait aspirer le carbone. Ceci pour la fin du siècle. Est-ce que c'est plus clair? Ça vous explique ce que veut dire le chiffre. Mais est-ce que ça vous explique clairement le genre d'économie dans lequel on devrait se trouver? Quel type d'énergie, quel type de technologie, quel type de production, quel type de service dans cette économie en perpétuelle croissance? À quoi ressemblerait la vie dans un monde où l'économie aspire des émissions de CO2 plutôt que de les rejeter dans l'atmosphère? Eh bien, la chose la plus importante, selon moi, c'est que aucun politicien, aucun scientifique ne peut vous donner une réponse à cette question. Et pourtant, c'est la conclusion logique, c'est le calcul mathématique basé sur cette expérience très simple qui évalue ce qui va se passer si l'on poursuit cette croissance économique au-delà des limites de notre planète. Voici donc la fin de la première partie et la conclusion en est que le dilemme de la croissance n'est pas une situation agréable, c'est une situation grave et pour laquelle nous n'avons pas de réponse adéquate. Et même en supposant qu'il s'agit simplement d'une sorte de défi, alors imaginez à la fac des ingénieurs, on leur montre cet exercice, on leur demande de le faire, ils n'ont aucune connaissance quant aux moyens technologiques qui seront à leur disposition. Imaginez que ce soit un défi, un exercice, et qu'on leur demande de transformer les chiffres et de diviser les émissions de carbone par 130, eh bien, ça peut être un exercice assez compliqué. Mais je pense que
ce dont nous devons être assurés est que selon ce système, nous devons être sûrs qu'il existe une possibilité de parvenir à nos objectifs, parce que sinon c'est de la magie. Si on espère qu'un ordinateur va nous trouver une solution magique, eh bien, ce n'est pas possible. Donc voilà la conclusion de la première partie. Et le début de la deuxième partie, parce qu'en fait, il s'agit des dynamiques sous-jacentes auxquelles je vais m'attaquer ici. Je commencerai donc par des concepts économiques, donc je vous prie de m'excuser pour ceci. Mais en fait, c'est la base de notre travail, nous devons nous y attaquer. Évidemment, l'économie n'est pas forcément évidente, donc je vais essayer de rendre les choses plus faciles. Voilà. La situation est la suivante. Nous avons des entreprises qui produisent des biens et des services pour les ménages. Donc c'est nous, les gens. En même temps, évidemment, elles nous fournissent des revenus pour les salaires, pour le travail que nous fournissons. Et ceci est positif, car nous pouvons dépenser nos salaires pour acheter des biens et des services. Donc c'est simplement le cercle de l'économie. C'est une société qui est simplement basée sur l'échange de biens et de services. Donc ça fonctionne assez bien, c'est simplement une organisation, simplement un graphique. Pourtant, il existe un élément clé dans ce système qui bouleverse la dynamique. Nous ne dépensons pas tout l'argent que nous gagnons, nous l'investissons également. Et cet aspect de l'investissement se révèle crucial pour le fonctionnement du système. Sa fonction première est bien sûr de conserver la capacité de productivité de l'économie, mais au-delà, nous investissons dans l'amélioration de la productivité du travail. Et théoriquement, c'est une bonne chose, parce que ceci permet de baisser les prix, et si les prix sont plus bas, les consommateurs sont encouragés à consommer davantage. Et ceci crée une dynamique dans cette structure d'investissement. Il ne s'agit pas uniquement d'un cercle, mais d'une augmentation permanente dans la quantité de biens qui circulent dans le système. Mais ce qui est clé ici, c'est ce qui apparaît à l'écran, la dynamique de la nouveauté. C'est Joseph Schumpeter qui, dans les années 1930-1940, économiste, avait fait remarquer les progrès du capitalisme au travers de la structure créative, c'est-à-dire une évolution permanente pour la nouveauté. Mais en fait, qu'est-ce que ça signifie? De jeter toujours les produits usagés pour en acheter de nouveaux. Et c'est la poursuite permanente de la nouveauté, de la consommation de nouveaux produits. Et c'est pourquoi cette dynamique est de plus en plus intéressante. Et c'est peut-être une petite erreur dans notre carte génétique, mais les êtres humains aiment la nouveauté. On aime avoir de nouvelles affaires. Voilà. C'est comme ça que sont les gens. Et ça permet de se comparer. Qui a la dernière voiture, la voiture à la mode, les derniers appareils électroménagers, le jeu vidéo le plus complexe, qui se paye les plus belles vacances, qui a la plus belle maison. Donc c'est toujours poursuivre ces objectifs qui permettent de se comparer au niveau du statut. Et Foster Veblen appelait ça la consommation ostentatoire. Je me suis peut-être trompée, dit l'orateur, c'est la consommation, non pas le consommation. Donc le but de cette dynamique n'est pas uniquement négatif. Il s'agit d'une dynamique qui, en créant de la nouveauté, crée de l'espoir, nous envoie des signes
que nous vivons dans un monde qui s'améliore, qui progresse, où il existe de plus en plus d'opportunités, où nous pouvons avoir l'impression de progresser, et si ce n'est pas pour nous, nous le faisons pour nos enfants. Donc vous voyez ici que la nouveauté agit sur notre propre psychologie d'êtres humains. Il ne s'agit plus uniquement d'un élément d'économie pure. C'est une dynamique entre l'économie et notre statut d'êtres humains. Donc l'attitude des entreprises qui constamment produisent de nouveaux biens et de la part des êtres humains, eh bien, une consommation perpétuelle. C'est un système qui est intéressant pour de nombreuses raisons. La première est que ce système est stimulé par l'anxiété. Par exemple, la peur de perdre des parts d'actionnaires si l'on ne s'engage pas constamment dans une politique de productivité. Adam Smith, l'économiste, a d'ailleurs cité cette anxiété comme étant le désir d'une vie sans honte. C'est-à-dire que nous utilisons ces biens pour montrer aux autres, à notre groupe d'amis, à nos concurrents sexuels, ceux à qui on aimerait plaire aussi, montrer aux autres êtres humains que nous occupons une bonne place dans le monde et que nous le valons bien. Selon Mary Douglas, anthropologue, nous utilisons ces biens pour créer cette société et y trouver sa place. Donc, nous sommes stimulés par l'anxiété de ne pas avoir les biens, la valeur qui montre aux autres que nous faisons partie du club. Et c'est une véritable anxiété qui touche les hommes. Et selon cet anthropologue, l'exemple d'un homme qui voulait vraiment avoir une très belle chemise et il ne pouvait pas se le permettre, il n'osait pas apparaître en public. C'est un bon exemple. Et maintenant, nous avons accès à un nombre incalculable de biens et nous avons un appétit insatiable pour des biens nouveaux. Évidemment, c'est une situation inconfortable. Le moteur de la croissance est un véritable moteur. Il est conduit par les entreprises et par nous en tant qu'êtres humains. Alors, une vie sans honte que vous voyez au bas de l'écran vient de Adam Smith que j'ai déjà cité. Donc, c'est le sentiment que nous voulons éprouver, le désir d'être des êtres décents dans la société. Et dans ce système complexe, ce qui est important de décrire, c'est le rôle du crédit, les produits financiers. Il se trouve que cette politique de crédit a été mise en œuvre volontairement au cours des 20 à 30 dernières années pour que les gens dépensent davantage. C'était c'est encore un élément important de la consommation et de la croissance économique. Et bien sûr, nous savons que c'est un élément qui a provoqué la crise et l'écroulement de l'économie. Et qui pourtant avait commencé comme de simples politiques visant à stimuler la consommation et par le même effet, eh bien, la croissance économique. Donc je vais vous montrer les chiffres du Royaume-Uni, ce qui s'est passé juste avant la crise. Donc 15 ans sont décrits sur ce graphique. La courbe rouge représente le niveau de dette personnelle qui ne cesse d'augmenter au cours de ces 15 années. Et à la fin de cette période, il est plus élevé que le PIB. Et ceci 3 années à la suite.
les gens étaient de plus en plus endettés et en même temps, la courbe bleue représente l'écroulement des économies. Donc, à la fois, on a de plus en plus de dettes et on n'économise plus rien. Et donc, nous nous sommes engagés dans cette économie destructive pour suivre ce concept de vie sans honte. Donc, que représente en fait cette courbe? Quelle est l'histoire derrière ce graphique? Eh bien, c'est simple, c'est notre histoire. Nous sommes persuadés de dépenser de l'argent que nous n'avons pas pour acheter des biens dont nous n'avons pas besoin. Et ces biens ne vont pas durer et nous allons les offrir à des gens qui ne comptent pas pour nous. Voilà, c'est l'histoire derrière ce graphique. Et ceci, pourquoi? Pour faire durer un système qui nous amène vers la catastrophe écologique. Donc voici la fin de la deuxième partie du livre. Donc il s'agit de compréhension. Il s'agit d'un système à la dynamique compliquée. Que s'est-il passé? Eh bien, nous nous sommes enfermés dans une sorte de cage de fer qui est due à deux dynamiques jumelées. Premièrement, la structure économique et deuxièmement, la logique sociale de nos propres existences. Et bien que la croissance soit bien sûr bien desservie par ces dynamiques, eh bien notre propre bien-être ne l'est pas. Et il est évident que la durabilité écologique de notre planète souffre énormément de ce système. Et le gouvernement, l'État lui-même est en contradiction profonde. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a un rôle de stabilisation de l'économie. Et la stabilisation de l'économie dépend de la croissance économique. Donc, le gouvernement se retrouve en permanence entre des politiques qui promeuvent la croissance à tout prix. Je rappelle l'intervention de Philippe qui a dit que les gouvernements de tous les pays et de tous les partis ont toujours ce message. Et quelque part, c'est pardonnable, parce que dans le système actuel, effectivement, c'est la croissance qui garantit la stabilité. Et nous savons que la stabilité est importante. Mais en même temps, le gouvernement poursuit cette croissance en pensant qu'elle permet d'atteindre la stabilité sociale, mais par ailleurs, cette croissance l'empêche d'atteindre ses autres objectifs, par exemple la réduction des émissions de CO2, le soutien aux communautés, la réduction des inégalités sociales. Donc, en d'autres mots, ça rend la tâche plus difficile au gouvernement de faire son travail. Donc, c'est une situation très inconfortable. Alors, c'est ici que vous comprenez la complexité de cette dynamique et parfois vous seriez même tenté d'abandonner. Rentrer chez vous et dire OK. Comme ça a été le cas pour moi. J'ai travaillé 20 ans dans ce domaine. J'ai compris, ou du moins tenté de comprendre cette dynamique. J'ai travaillé dur sur les politiques et les politiciens pour essayer de changer les choses. Et finalement, je reçois des coups de fil furieux de la part de politiciens. Donc pour moi, ce n'est pas facile. Ce serait peut-être plus facile d'aller m'installer sur une colline, tout seul, au-dessus du niveau de la mer, évidemment, m'occuper de quelques chèvres, quelques poulets, faire pousser mon propre potager et essayer de survivre de ce qui reste sur la planète dans un certain degré d'harmonie avec la nature. Ça, ce serait vraiment l'idéal, du moins personnellement, vivre de la terre et atteindre la paix de l'esprit.
Oui, peut-être chanter quelques chansons, inviter mes amis dans cette vie idyllique. Mais bon, oui, c'est très tentant. Et je connais même des gens qui l'ont fait, qui ont abandonné, qui se sont retirés et qui ont abandonné le combat. Mais vous devez vous poser la question suivante. C'est en fait une stratégie de canot de survie. Vous voulez protéger votre propre vie, mais vous devez vous demander aussi combien de temps ceci va-t-il durer? Les barbares vont venir frapper à votre porte. Et vous devrez être très lourdement armé pour défendre votre petit paradis rural et bucolique. Et plus vous y pensez, plus vous vous rendez compte de la nécessité de s'engager dans ce combat et que vous essayez de trouver des possibilités de changement qui nous amènent à un autre monde, eh bien, les choses sont plus claires. Ce qui est expliqué dans le livre, c'est la chose suivante. Un autre monde est possible. Je crois encore que l'espoir compte, car une société sans espoir est une société en danger face à sa propre humanité. Et ce monde de croissance nous a donné ce sens de l'espoir, cette promesse que les choses peuvent s'améliorer. Mais nous nous sommes aperçus que c'était un rêve, que cet espoir a été compromis et nous nous trouvons maintenant dans une situation relativement précaire, comme ça a été d'ailleurs toujours le cas des populations qui n'avaient pas bénéficié des ressources économiques dont nous jouissons. Donc, pour moi, il est important de s'accrocher à cet espoir. Et si vous me permettez, je pense qu'il s'agit d'une profession de foi. Parfois, le matin, je me réveille et j'avoue que je ne suis pas très optimiste. Je n'ai pas énormément d'espoir. Et donc, je perds un peu espoir par moment, je le reconnais, mais j'essaie dans une certaine mesure de conserver ma foi. J'éprouve une sorte de responsabilité. Parce que nous devons de concevoir un autre monde. Quelles sont alors les composantes de ce monde différent? Nous entrons donc dans la troisième partie du livre. Et je vais rapidement décrire quelques-unes des voies explorées. Évidemment, cette mission n'incombe pas à une seule personne ou un seul livre. Mais les grandes voies à suivre valent la peine d'être identifiées. Et donc j'évoque une prospérité différente, une prospérité plus large que celle que nous concevons pour le moment, c'est-à-dire uniquement le revenu par tête. Il est absolument crucial de parvenir à un autre modèle économique. Également, nous devons parvenir à une gouvernance différente pour atteindre nos objectifs. Donc très rapidement, explorer ces voies de changement. Est-il crédible de proposer une nouvelle version de la prospérité? Que signifie la prospérité? Ici, il s'avère qu'il existe toute une liste de philosophies, par exemple de la sagesse populaire, de la philosophie, de la psychologie, de l'histoire économique. Et donc, les études qui sont menées pour savoir ce que les gens trouvent important dans leur vie, eh bien, montre que cette définition de la prospérité est assez commune à tout le monde. La prospérité, pour beaucoup, consiste en l'amour de nos familles et il s'agit d'autre chose que de simplement gagner beaucoup d'argent et travailler beaucoup. Peut-être réfléchir à nos vies
pour leur donner un sens. Évidemment, bien sûr, la prospérité consiste également en nos capacités à nous épanouir à l'intérieur des limites écologiques d'une planète finie, c'est-à-dire un toit sur sa tête et suffisamment à manger. Mais en tant qu'êtres humains, c'est une prospérité qui consiste à nous épanouir hors des limites écologiques. Et cette expression, nos capacités à nous épanouir, a déjà été citée par un économiste et avant lui par Aristote, qui disait que l'épanouissement était la base du bien-être. Bon, évidemment, nous avons besoin de cette composante matérielle, nous avons besoin de logement et d'alimentation. Mais ce qui se passe de nos jours, c'est que l'économie actuelle, la pensée actuelle est qu'il existe d'autres composantes. L'épanouissement social et psychologique sont importants, sont même vitaux. Mais ce que nous devons reconnaître, c'est que bon nombre de ces objectifs ont été abandonnés dans notre société au profit du consommérisme de biens. L'épanouissement social et psychologique, c'est le fait d'avoir une identité, de donner un sens à sa vie, de participer à la vie de la société. Et comme l'a dit Mary Douglas, encore une fois, nous sommes exclus de notre propre société. Donc, nous avons toujours besoin de trouver notre place dans cette société. Mais ici, la question à poser, c'est est-ce que nous procédons correctement ? Est-ce que les biens matériels sont la meilleure façon de parvenir au bien-être social et psychologique ou existe-t-il d'autres possibilités ? Immédiatement, ceci ouvre la porte sur de nombreuses voies à parcourir pour la définition de l'épanouissement social et psychologique. Donc, un exemple très bref de ce que j'explique ici, c'est que si la participation à la société est ce qui compte, eh bien peut-être que nous pouvons redéfinir la participation à la société. Et donc réfléchir aux espaces publics, aux biens sociaux. Les espaces publics sont très intéressants. Michael Sandel, lors d'un discours prononcé l'année dernière à la BBC, a évoqué les espaces publics comme des sites pour la culture d'une citoyenneté commune, c'est-à-dire un endroit où des gens de différents milieux se rencontrent et trouvent un sens du partage de l'existence et une possibilité de penser des autres comme des citoyens qui sont tous embarqués dans la même aventure, dans la même entreprise. Et là, ce que je voudrais faire, c'est parcourir rapidement quelques réflexions sur la restructuration de l'économie. Pendant la crise, au sommet de la crise, il y a eu un grand appel pour reconnaître que le moteur de la croissance avait calé. Et donc, reconnaître que ce moteur nous forçait contre les limites écologiques. Et donc, un appel pour avoir un autre type de moteur économique. Et il y avait deux candidats principaux pour reprendre sa place. Et les choses, on a parlé énormément à ce moment-là. La première chose, c'était le marché pour les technologies, nouvelles technologies vertes, promouvoir ces nouvelles technologies qui engageraient les gens à développer ces nouvelles technologies. Cela créerait des nouveaux marchés dans lesquels on pourrait participer et relancer cette économie de croissance. Et puis la deuxième idée, c'était une idée de l'économie fondée sur les services. Si
Le problème, c'est les choses matérielles et une économie qui pousse l'aspect matériel via l'environnement. Alors peut-être qu'on pourrait construire notre économie sur des activités plus légères, dématérialisées, qui ne passent pas par des gadgets que l'on vendrait aux gens, mais plutôt par des échanges de services humains. Et donc, ce que je voudrais dire par rapport à ces deux idées, c'est qu'elles sont toutes les deux extrêmement utiles et fertiles. En fait, si on va un peu plus loin, elles constituent la base d'une restructuration assez radicale de l'économie. La première, je passe par donc le concept d'investissement écologique. Donc, investissement dans de nouvelles technologies qui produisent moins de carbone, ressources. Ce sont toute une nouvelle manière d'investir, de fonctionner, faire fonctionner l'investissement. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que les investissements fonctionnent de façon très spécifique au niveau conventionnel, dans cette nouvelle optique économique, l'investissement fonctionne totalement différemment. Ce n'est plus ciblé vers la croissance continue, vers la consommation, mais bien vers la protection de biens écologiques. Alors là, on a différentes cibles pour cet investissement. Malheureusement, ça veut dire que cet investissement écologique fonctionne différemment. Ça ne montre pas les mêmes résultats sur les mêmes périodes, les mêmes bénéfices. Et donc, peut-être qu'il faut réfléchir à réduire donc la profitabilité et la productivité. Mais si on donne un coût à la productivité, alors on va dire ça veut dire qu'on réduit la croissance, n'est-ce pas? Et c'est ça le grand mais dans cet argumentaire-là, cette idée très forte que l'on peut transformer notre économie via l'investissement. C'est une idée fantastique, tout à fait cruciale. Il est tout à fait crucial d'investir dans ces technologies de transition. Et pourtant, en même temps, cela ne peut pas nous ramener cette croissance conventionnelle parce que les revenus se font sur des périodes plus longues avec moins de bénéfices et parfois même pas du tout de bénéfices au sens conventionnel du terme, mais pourtant seront néanmoins cruciales en termes écologiques. Et donc, on a une manière très forte de repenser l'investissement, mais cela nécessite des interventions tout à fait différentes. Et cela remet en question donc, le rôle de l'État et la façon dont on structure les investissements. Donc ça, c'est la première piste, une idée formidable, mais peut-être que ça ne ramènera pas la croissance. Alors maintenant, la deuxième piste, l'économie basée sur les services. Et là, on pourrait se dire clairement que c'est également une très bonne idée. Définissons cette nouvelle économie fondée sur les services autour de quelque chose que j'appellerais les entreprises écologiques. De quoi s'agit-il? Ce sont des entreprises qui consomment peu de ressources, peu de carbone, développées autour du concept de service, qui contribuent à l'épanouissement humain. Il s'agit de quoi? Santé, enseignement, bien-être, jardinage, rénovation, protection du patrimoine et de l'environnement, parcs communaux, activités communales, toutes des activités qui peuvent contribuer de façon positive à l'épanouissement humain, mais sans donc le grand aspect, le grand impact matériel. Et cela pourrait être intégré dans nos communautés, dans notre façon de vivre. D'une façon que l'activité économique traditionnelle ne parvenait pas à faire. Donc, encore une fois, c'est une idée fantastique. C'est un point de départ potentiel formidable. Mais bien sûr, il y a de nouveau un mais. Ça, vous vous en doutiez, j'imagine. Eh bien, c'est que dans l'économie conventionnelle, ce secteur d'activité fondé sur les services, lorsqu'elle existe, c'est comme une sorte d'économie Cendrillon. En termes de productivité, lorsqu'on la retrouve, eh bien, c'est dans un secteur qu'on retrouve services personnels et sociaux. Et lorsqu'on regarde la productivité de ce secteur en Europe sur une période de 20 ans, on constate qu'il y a eu une productivité négative à de nombreux endroits ou une productivité très très limitée ailleurs. En d'autres termes, c'est
quelque chose de formidable en termes d'emploi, de soutien aux communautés, création de services dont les gens ont besoin pour s'épanouir, mais pas nécessairement en termes de revenus, de croissance économique. Ça ne relance pas la croissance. Et surtout, on ne va pas développer ce genre d'activité lorsqu'on continue d'être obsédé par la croissance économique. Donc, en bref, ce qu'on a, ce sont deux idées fortes pour créer les fondements d'une nouvelle économie, mais on ne va pas y parvenir si on reste obsédé par le concept d'économie fondée sur la croissance. Donc voilà les différentes idées. Je vais faire un petit résumé, donc esquisser ce que je viens de développer. Vous avez donc l'entreprise écologique qui permet de s'épanouir et en échange permet une participation dans l'entreprise et le résultat c'est un meilleur épanouissement, davantage d'épanouissement. Tout ça, c'est très bien. Ça ressemble d'ailleurs de nouveau au cercle économique de tout à l'heure, mais il faut replacer cela dans le contexte d'un système fermé, planétaire, avec ses écosystèmes. Et ces écosystèmes sont la seule chose qui nous permettent de continuer à fournir ces services et ces biens qui nous permettent de nous épanouir. Et cette valeur est de plus en plus reconnue, même au sein de l'économie traditionnelle. Par contre, ce que l'on reconnaît nettement moins, c'est qu'il faut rembourser cette faveur à la nature. Il faut qu'il y ait un retour dans ce concept d'investissement écologique afin d'améliorer la productivité écologique et donc en fait de protéger ce capital sur le long terme. Et là, bien sûr, ce n'est que esquisser, bien sûr, un modèle économique donc pour une planète, un système clos. Alors, je vais terminer de la même façon que j'ai commencé. Donc, la Commission nous a demandé un rapport chez ces gens-là que vous voyez sur la photo. Il ne s'agissait pas d'offrir des recommandations très spécifiques politiques. C'est ce qu'on nous avait demandé, c'est ce que nous avons fait. Il y a tout un chapitre consacré à cela. Il y a 12 stratégies très concrètes pour le changement. Mais si je dois les résumer en 3 points, il s'agit grosso modo de ceci. Établir les limites, comprendre que nous sommes dans un système fini, limité, faire en sorte que cela compte dans les politiques, réparer le modèle économique parce qu'il est brisé, même dans son propre système. Nous n'avons pas de macroéconomie écologique. Nous n'avons que la croissance comme réponse au problème de stabilité. Il nous faut absolument quelque chose d'autre. Et enfin, changer la logique sociale. Qu'est-ce qui pourrait être plus simple que ça? Il s'agit bien sûr de quelque chose de bien plus compliqué. Il y a toute une série d'options. Vous avez un agenda pour le changement. Là, il y a tout plein d'endroits où il est possible de commencer à explorer ces changements, ces transitions vers une économie plus durable. Et tous ces détails, vous les trouverez dans le bouquin. Et je vais peut-être conclure simplement par une dernière citation du président Sarkozy. Lorsqu'il a lancé la commission Stiglitz l'année dernière, il a dit « La crise ne nous rend pas seulement libres d'imaginer d'autres modèles, un autre avenir, un autre monde, elle nous y oblige. » Et je ne veux pas spéculer sur ce que Carla Bruni a pu penser quant au modèle proposé par son mari, mais ce que cette citation veut dire, je pense qu'elle reste valide, c'est qu'en ce moment, il y a une responsabilité de proposer quelque chose qui nous donne une chance de maintenir l'espoir, de créer un nouveau monde, de construire une économie qui soit adaptée à l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup.
Merci Philippe, merci à tous, merci de m'avoir invité ici ce soir. Alors je crois que merci. En ce moment, j'ai un peur terrifiant du monde là-bas. Mais l'idée, c'est de présenter quelques idées, la thèse, le rêve idéaliste d'une prospérité sans croissance. Et célébrer la traduction du livre en français. Je m'excuse quand même de ne pas vous parler tout à fait en français, mais je vous assure que ça ira mieux comme ça en anglais. C'est tout, c'est fini. Comme Philippe a déjà indiqué, la racine du débat concernant la croissance remonte à longtemps et cela remonte à une réalisation pratiquement inévitable. C'est à savoir que un sous-système croissant sans arrêt, appelons-le économie, dans un système fini, appelons-le planète, porte en soi les graines de sa propre destruction. Continuer à croître dans un système fermé, c'est tellement problématique qu'on peut difficilement l'expliquer à ses enfants. Si on parvient à les éloigner d'Internet ou de la télévision suffisamment longtemps, c'est quelque chose d'assez simple à calculer. C'est une équation simple. Cette croissance dans un espace fini, ça ne marche simplement pas. Donc, la question ne doit pas être si problématique que ça. Et je peux vous assurer que par mon expérience personnelle, c'est pourtant une question difficile à poser, particulièrement pour un organe de consultation, pour un gouvernement, lorsqu'il s'agit de présenter un rapport à la Commission du développement durable pour laquelle je travaille. Et ce rapport a été adressé au gouvernement britannique. Il faut avouer que c'était un moment difficile de l'histoire, c'était il y a à peu près un an, et par coïncidence, c'est arrivé la même semaine où Gordon Brown avait invité les leaders du G20 à Londres pour parler du lancement de la croissance. Et donc vous pouvez voir que lorsque vous avez un organe consultatif qui remet en doute le modèle de développement, mais cela peut poser effectivement problème. Et cela pourrait expliquer pourquoi le vendredi soir, avant la publication du rapport, j'ai reçu un appel téléphonique d'une personne anonyme, d'un département anonyme du gouvernement britannique. Et tout ce que je vous dirais de cet appel téléphonique, c'était que c'était une personne particulièrement furieuse au bout du fil. Et le message était que, donc, Downing Street, pour ne pas la citer, le numéro 10, était complètement furieuse. Le Premier ministre était furieux parce que il venait de se rendre compte qu'un tel rapport concernant la croissance allait être publié cette même semaine. Et il y a eu un autre moment où j'ai eu une sorte de moment de peur, si je puis dire, et aussi concernant la commission pour laquelle je travaille. Et il s'est passé quelque chose de très particulier, à savoir rien du tout. J'ai passé la plus grande partie du week-end à attendre que les choses soient publiées dans la presse et rien ne s'est passé. Je pensais que le lundi matin, il allait y avoir quelque chose, quelque chose qui allait passer à la radio. Et j'ai eu juste un coup de fil comme quoi c'était annulé. Et donc, voilà, veuillez rentrer chez vous. Donc la première semaine d'existence de prospérité sans croissance, c'était vraiment, on va dire, un flop. Il n'y a eu aucune attention médiatique et toutes nos préparations n'avaient en fait servi à rien. Bien sûr,
Je ne vais pas vous dire que le fait qu'on retire cette attention médiatique a quelque chose à voir avec la difficulté de transmettre le message. Et, bon, évidemment, je ne vais pas aller jusqu'à la théorie du complot, mais par contre, ce qui s'est passé, c'était particulier. C'était à la suite donc de ce silence complet dans lequel était tombé le rapport. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'étrange. C'est de émissions de carbone. Donc, c'est la direction qu'ils empruntent. Mais si vous regardez les chiffres, vous constatez qu'au cours des 2 à 3 dernières décennies, vous verrez que l'empreinte écologique a été réduite d'un tiers environ. Donc effectivement, nous avons été efficaces. Mais en même temps, bien sûr, nous avons produit davantage. L'échelle de l'économie a augmenté. Il y a toujours eu un dilemme entre ces deux actions, c'est-à-dire que on crée de plus en plus, et même si on le fait de façon de plus en plus efficace, dans tous les cas, on ne parvient pas à rattraper cette empreinte écologique. Et par exemple, pour les émissions de carbone, eh bien, ça se passe comme ça. Sur la même période que celle à laquelle nous avons augmenté notre efficacité, eh bien, les émissions de carbone ont augmenté. Donc, on parle de 1990 à 2007, et il y a eu une augmentation de 40% malgré toutes nos mesures pour être plus efficaces, malgré le protocole de Kyoto. Vous vous souvenez peut-être que 1990 est la date de lancement du protocole de Kyoto, et ce que nous avons réalisé au cours de cette année de lancement, eh bien, c'est une augmentation de 40% des émissions de CO2. Vous le voyez là selon la ligne rouge. Les autres lignes montrent les croissances des autres consommations d'énergie, et la ligne bleue montre le PIB mondial. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a plus d'efficacité, c'est un fait, parce qu'on utilise moins par unité de produits réalisés. Mais il n'y a aucune baisse des émissions de carbone. Ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas parvenus à ce découplage. Il existe d'autres sources pour ce type d'informations, hein. Elles sont toutes présentes dans le livre. Mais la question suivante que nous devons poser, c'est si nous ne sommes pas parvenus à réussir ce découplage, est-ce que c'est peut-être parce que nous n'avons pas consacré suffisamment d'efforts? Oui, c'est peut-être le cas, mais alors, à quel point devons-nous consacrer nos efforts afin de conserver une économie basée sur la croissance? Eh bien, voici une expérience. Vous voyez ici la situation actuelle. C'est un graphique qui représente l'intensité en émissions de carbone pour chaque dollar de production économique. Donc nous sommes à environ 770 grammes de carbone par activité économique. Au milieu du siècle prochain, nous savons que la population mondiale s'élèvera à environ 9 milliards de personnes. Alors on peut évaluer ce type de chiffres et donc en déduire qu'il serait éthique et moralement juste que ces personnes puissent toutes jouir du même niveau de vie, c'est-à-dire le type de niveau de vie que l'on a dans les pays de l'Occident, avec une croissance annuelle de 2%. Donc, c'est une économie basée sur laquelle, sur l'idée que 9 milliards de personnes doivent aspirer au même niveau de vie, au même niveau de revenus, qu'on veut qu'il n'y ait pas d'émissions de carbone ou qu'elles soient réduites. Donc, la question ici, c'est quel type d'efforts allons-nous devoir fournir, quel type d'intensité de découplage allons-nous devoir fournir pour pouvoir y arriver, parce que c'est un monde relativement utopique. Et donc, la réponse à cette question se trouve tout à fait à droite du graphique. Donc, vous voyez
Donc, un chiffre seulement à 6. Vous voyez le chiffre en bas à droite. Et dans l'histoire de la société industrielle, nous n'y sommes jamais parvenus. C'est une magnitude que nous n'avons jamais atteinte. Ensuite, selon la sagesse populaire, nous aimerions bien sûr que l'économie poursuive sa croissance au-delà de 2050. À la fin du siècle, elle sera 80 fois plus importante que l'époque à laquelle je suis né. Et si l'on veut que ce monde soit équitable, eh bien, on doit parvenir à moins de 0 gramme de CO2 par dollar pour parvenir à cet objectif. Alors, ça peut paraître un peu difficile, ces chiffres. Qu'est-ce que ça signifie ? Les espaces opérationnels sûrs avec des cycles néfastes. Bien sûr, on s'attendrait à voir le changement climatique, mais vous constaterez aussi que ce n'est pas la plus grande menace. La perte de biodiversité est en fait encore beaucoup plus rapide lorsque l'on le perçoit donc en termes d'espace viable pour l'humanité. Et donc, c'est une leçon assez difficile. Le niveau d'activité économique que nous connaissons aujourd'hui déjà, eh bien, ça va déjà au-delà donc de ces espaces de sécurité auxquels on pourrait s'attendre dans un espace clos. Et donc, c'est clair que de ce point de vue-là, ça pose déjà problème donc de continuer le développement. Donc, on pouvait le voir, la croissance est non soutenable et cette idée, cette force insoutenable, c'est justement mon idée de départ. Le fait d'avoir un sous-système en expansion continue dans un système clos, eh bien cela ne marche simplement pas. Bien sûr, on peut se demander s'il est possible d'avoir un autre type de croissance. Mais ce qui semble tout à fait clair, c'est que, en tout cas, la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, n'est pas soutenable, durable. Évidemment, c'est pas une position agréable, mais donc ne faudrait-il pas commencer par admettre, en fait, que la croissance a entraîné d'énormes bénéfices aux sociétés humaines. On pourrait bien sûr accepter l'augmentation en termes de niveau de vie, réduction de mortalité, espérance de vie, etc. Toutes des choses liées au développement que l'on pourrait percevoir ou que l'on perçoit comme des améliorations, des choses positives. Et je pense qu'on peut tout à fait accepter que, en partie, ce modèle de croissance a apporté, en tout cas pour certains d'entre nous qui ont eu cette chance, ce genre de développement positif. Et je pense qu'il est également important d'admettre que la croissance est toujours un objectif acceptable dans les pays les plus pauvres. Laissez-moi vous montrer comment, à l'aide de certaines données, j'espère avoir certains chiffres. Voilà. Donc là, vous avez un graphique de l'espérance de vie à la naissance face donc aux revenus. Donc dans 126 pays du monde, ça vient du programme des Nations Unies pour le développement, l'indice de développement humain. Et donc là, on voit clairement le résultat. Donc à gauche, vous avez les revenus les plus faibles. Toute augmentation du revenu entraîne automatiquement une augmentation de l'espérance de vie. Mais après, lorsqu'on arrive à 15-20 000, eh bien, ça se stabilise clairement. Et donc, vers la fin du spectre, à droite, vous avez des pays comme la Norvège, l'Irlande et les États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis sont un peu une anomalie ici, parce que dans un niveau de revenu de plus de 40 000 dollars par personne, l'espérance de vie est en fait plus faible que
par exemple à Cuba, au Costa Rica et au Chili. Donc, en d'autres termes, dans les pays les plus riches, non seulement on ne parvient pas à augmenter le bien-être de façon globale pour tout le monde, mais on fait même moins bien que certains pays qui ont des revenus bien plus faibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mener cette analyse avec des données de l'espérance de vie, également mortalité des enfants, participation à l'éducation, mobilité maternelle, etc. Même des indices de satisfaction, de bien-être. À chaque fois, les résultats sont les mêmes. Vous allez avoir à gauche le revenu qui compte, et tandis qu'à droite, c'est nettement moins le cas. Donc, voilà à la fois un puzzle et un défi de créer un système économique où il est possible, à l'intérieur de ses limites, de créer ce développement. Mais la question, c'est pourquoi ne récoltons-nous pas les bénéfices en termes de bien-être? Pourquoi est-ce que nous continuons à poursuivre la croissance de revenus, même dans les pays? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'en détacher? Et là, j'en viens à la deuxième partie de mon dilemme, la décroissance, qui vient effectivement du monde francophone, cette idée de décroissance. Et je trouve d'ailleurs le terme beaucoup plus savoureux en français. Décroissance, c'est presque quelque chose qu'on voudrait au petit déjeuner. Bref. Malheureusement, ce n'est toujours pas quelque chose qui correspond à nos structures économiques actuelles. La décroissance est instable, c'est pas un endroit facile pour une économie. Alors, permettez-moi de vous présenter une dynamique de base concernant le travail, l'emploi et la productivité. Donc, le résultat, donc le PIB, donc le travail, production du travail, la productivité de la force de travail, c'est une équation assez simple. La difficulté, c'est que dans nos économies telles qu'elles sont construites, on a une poursuite continue d'amélioration de la productivité de la force de travail. Chaque année, on cherche à faire plus avec moins de gens. Et la main-d'œuvre devient plus chère et donc on essaye encore d'aller plus loin. Et donc l'augmentation continue de la productivité de la force de travail est une des clés de cette économie capitaliste. Mais donc dans cette optique, l'année prochaine, je pourrais faire encore plus avec moins de gens. Ça veut dire que ma production économique, si elle reste stable ou si elle diminue, eh bien, ça crée une pression vers le bas, une pression sur l'emploi, sur la capacité des gens de travailler. Et donc, si on augmente le chômage, vous avez toute une classe de personnes qui ne peuvent plus participer à l'économie de consommation. Et donc, vous avez une spirale de gens qui se retrouvent au chômage et ce n'est pas une situation stable. Vous avez donc une dynamique d'effondrement potentiel. Et cela explique souvent les réponses enragées des politiques lorsqu'on parle de décroissance. Pour eux, l'équation est simple. Croissance égale emploi. Et si les gens se retrouvent au chômage, des entreprises ferment, rapidement, les politiques qui ont manqué, qui n'ont pas réussi à résoudre ce problème-là, se retrouvent eux aussi à la rue, pour ainsi dire. Et donc, apparemment, en Belgique, ici aussi, vous avez des élections bientôt. C'est un fait politique simple. On ne peut présider sur un effondrement de l'économie. Donc là, vous avez un rôle légitime, en quelque sorte, pour un gouvernement, donc d'être préoccupé par la stabilité de ce système construit autour de la croissance économique. C'est donc un dilemme très compliqué. Ce n'est pas évident.
Il n'existe pas de solution facile à trouver. Il n'existe pas de recettes magiques qui viennent de la part des mouvements verts, des mouvements écolos ou sociaux, ou de groupes politiques ou des grandes tours d'ivoire des académiques. Non, il n'existe pas de solution magique toute faite. Non, c'est un effort dans lequel nous devons nous engager de façon publique, de façon politique, dans un débat sérieux sur le dilemme que nous affrontons ici. On aimerait croire, bien sûr, en tout cas, moi j'aimerais le croire, que face à de tels dilemmes, que les politiques ne sont pas des idiots, du moins pas complètement, qu'ils ont quand même une capacité à comprendre, qu'ils comprennent ces concepts. Donc on veut savoir quelles sont leurs réponses, leurs réactions à ce type de dilemme. Eh bien, leur réponse est la suivante. Le découplage. Que signifie le découplage? Eh bien, c'est l'idée que l'on puisse poursuivre la croissance des valeurs économiques, c'est-à-dire la croissance du PIB, la croissance du dollar. Ce ne sont pas les dollars qui comptent ici. Ce sont les matières premières, les matières naturelles, l'énergie qui sont associées. Donc, comment peut-on découpler ces besoins d'énergie du PIB? C'est-à-dire augmenter le PIB et faire baisser la consommation en énergie. C'est ça le découplage. Et il existe quelques raisons pour lesquelles on peut croire à ce découplage, on peut croire qu'il est possible, parce que l'économie capitaliste base sa doctrine sur l'efficacité, la productivité, c'est-à-dire produire toujours davantage avec un impact écologique moindre, avec moins d'émissions. Rapidement le rapport qui s'est le plus vite répandu sur Internet. Dans le mois, c'est allé au-delà de tout autre rapport que nous n'avions jamais produit. Et cela attirait donc très peu l'attention des personnes qu'on était censées auquel on était censé le présenter, mais par contre, le public plus large était nettement plus intéressé. Très rapidement, on a été inondé de demandes, de copies, de présentations, de développement des idées, de participer à des initiatives. Et très rapidement, j'ai eu le sentiment, pas tellement que je dépassais, mais j'avais vraiment l'impression de participer à un courant de gens qui partageaient ces idées depuis des décennies et qui étaient vraiment très heureux qu'enfin un organe dépendant du gouvernement avait eu le courage de dire quelque chose concernant cette problématique de la croissance. Et donc, ça pour moi, c'est pratiquement un point culminant ce soir. Je suis extrêmement flatté de voir si nombreux. Je suis surpris également de voir autant d'intérêt par rapport à la traduction en français. Donc je suis vraiment très heureux de cela. Surtout que c'est énormément en lien avec une culture francophone qui est toujours prête à analyser de point de vue philosophique notre approche sociétale. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas étonné, en fait. Mais de plus en plus, je suis surpris par le pouvoir du fait de dire des choses qui sont pourtant l'évidence même, en tout cas dans mes yeux. Donc ce que je voudrais dire ce soir, c'est je voudrais vous guider dans 3 parties d'informations que vous trouverez dans le bouquin. Donc ma première partie, c'est quelque chose que j'appelle le dilemme de la croissance. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles le rapport et le bouquin sont si lisibles,
c'est que situer l'endroit où nous nous trouvons comme un dilemme, c'est se laisser de la place. Il ne s'agit pas uniquement de juger ou d'exclure une autre idéologie. C'est un point de compréhension de l'endroit où nous nous trouvons. C'est une situation délicate et il ne s'agit pas de tomber dans des solutions toutes faites. Donc, ce dilemme de la croissance est particulièrement profond. Il n'y a pas de solution toute faite simple. Mais je voudrais aussi dire que jusqu'à présent, notre réponse face à ce dilemme est tout à fait non adéquate. Et face à cela, la deuxième partie de mon argumentation, c'est d'explorer les structures sous-jacentes de l'économie, le type d'économie que nous connaissons, le type de société que nous connaissons. Parce que, à moins que nous ne faisions face à cela, à cette machine de croissance, et ce ne sera pas possible de sortir de ce dilemme auquel nous sommes confrontés. Donc la troisième partie, c'est essayer de tracer pour vous certaines des routes que nous pouvons suivre pour échapper à ce dilemme, créer un autre type de modèle économique, créer un autre sentiment de qui nous sommes en tant que société, avoir une nouvelle vision de ce qu'est la prospérité. Donc voilà les trois chemins. Donc maintenant on entre dans la première partie, dans le premier chemin, et donc je dirais que nous sommes dans une sorte de dilemme. Les dilemmes ont deux côtés, toujours, comme le nom l'indique. Et vous avez ici la première partie, c'est l'aspect. Alors ici, vous avez une partie qui parle donc des espaces safe. Ça vient du Stockholm Resilience Institute. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'identifier les espaces où déjà, aujourd'hui, nous sommes en dehors de notre espace de sécurité. Nous ne sommes plus à l'intérieur de nos moyens planétaires. Il y a plusieurs choses à dire cela. Donc, c'est très figuratif. Le vert, c'est l'aspect safe, donc sécurité. Rouge, ce sont les différents endroits d'impact environnemental où il y a déjà les dangers d'aller au-delà. Et vous voyez que ça va déjà très loin de ces